le musée, quand les gens en sortent et me félicitent pour une belle collection, alors je dis, bon, je vous remercie, mais en réalité, j'aurais préféré que vous me parliez d'une exposition intéressante. Ça veut dire, j'ai en effet puisé dans mes collections, mais pour organiser une exposition sur un thème, ça veut dire, donc il y a beaucoup d'objets qui font partie de la collection qui ne sont pas relatifs au thème que je veux ou n'ont pas la qualité suffisante pour illustrer le thème que je veux aborder dans l'exposition. Bon, alors, donc, la chose, quand on parle de recherche, la chose la plus importante, disons, et qui représente peut-être une certaine originalité, c'est que j'ai toujours voulu commencer par le terrain, sans préparation, de savoir, de lire et de chercher ce qu'on savait déjà, ce qui a été déjà publié sur le sujet. Je veux dire que j'ai voulu aborder le terrain de recherche en virginité, disons. Je veux dire, donc j'avais peur toujours d'être, dès le départ, conditionné par l'opinion de ce qu'on dit à propos de ce que je veux étudier. Et alors, l'illustration, bon, déjà, la façon maintenant de parler montre déjà mon esprit. Ça veut dire, je ne réponds pas vraiment à ce que Maud, enfin, a prévu peut-être. Et alors, c'est-à-dire donc, l'illustration de ce que je viens de dire, que j'ai abordé les sujets sans savoir, enfin, qu'est-ce qu'on a déjà dit à propos, c'est que après la publication, parce que là, vous avez montré le premier tome de forme et symbole dans les arts du Maroc, ça c'est donc les bijoux, mais le deuxième tome sur les tapis, les tissages, a eu un prix américain, un award de la Société des tapis, des amis des tapis américains. Pourquoi? Parce que j'avais donné la priorité au tissage par rapport au tapis noué. Et ça, c'était une originalité. Alors moi, je ne savais pas du tout que le tapis, disons, noué, était plus noble que le tissage. Le tissage était le produit des pauvres, parce que pour les tapis noués, il faut beaucoup plus de laine, il faut beaucoup plus d'argent. Et alors, bon, donc, c'est-à-dire, si j'avais su d'avance que le tapis noué est plus noble, et c'est ça ce qui donne le ton, alors j'aurais probablement ignoré les tissages au départ. Et ça, c'était avant
que le tissage qu'on nomme kelim turc ne soit apprécié. Je veux dire, donc, en effet, bon, ça c'est pas sous l'effet de ma publication, mais je veux dire, c'était donc un peu dans l'air du temps peut-être, et de toute façon, moi, je me suis laissé guider par donc l'impact visuel des objets, je veux dire, sans me demander qu'est-ce qu'on a écrit là-dessus, quelle est sa place dans la hiérarchie, disons, des objets. Par exemple, récemment, j'ai inclus dans mon exposition la vannerie. Et Madame Benjeloun, Laila Benjeloun, était en visite et elle était assez surprise de voir la vannerie prendre une telle importance dans la présentation de l'art. Et alors, ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant parce que quand on étudie l'histoire de l'art, en effet, on sait que la vannerie est à la source de beaucoup de formes parce que la technique de la vannerie, enfin, fait sortir certaines formes qui, après, sont repris par des saints. Et, alors, donc voilà, donc ça, c'est fondamental dans, disons, ce que j'ai fait dans le domaine de la recherche, donc préférer les terrains directs sans préalable prendre connaissance de ce qu'on sait déjà, ce qu'on a été dit. Ce qui ne veut pas dire que après ma première prise de contact avec le terrain et après d'avoir connu donc vierge, enfin le terrain, que je ne recours pas aussi à la bibliographie et aux gens qui ont aussi fait l'expérience, qui ont fait des recherches. Et là, je donne un bel exemple de la recherche qui m'a mis en contact avec l'Afrique subsaharienne, parce que là, il faut en parler encore, comment je suis arrivé de hispaniste intéressé par l'héritage de l'Espagne dans l'Andalous et des réfugiés donc qui arrivent au Maroc mais avec leur toute leur culture et aussi avec les artisans qui savent construire les maisons comment ils l'avaient déjà en Espagne. Alors ça, c'était d'abord mon intérêt. Et donc, comment je suis arrivé à m'intéresser à l'art saharien et africain. C'est tout un itinéraire qui a tout à fait... Parce qu'il y a des gens qui ont pensé que c'est un peu, je veux dire, sautiller d'un sujet à l'autre, ça veut dire...
Et dans ma famille, par exemple, on trouvait que mon premier intérêt au Maroc, après donc d'avoir, disons, abandonné pas vraiment abandonné, mais enfin, d'abandonner l'art hispano-mauresque comme centre d'intérêt et de m'adresser enfin, à l'art rural. Donc, j'avais commencé avec, en effet, les bijoux. Et alors, ça était une approche, disons, plutôt intellectuelle, parce que j'étais encore concentré sur le contenu, plus que sur la forme, je veux dire. Donc, le contenu, enfin, des bijoux, et ça, c'était par rapport à, ça s'est déclenché, disons, par rapport à ce que j'avais vu pendant un voyage au Proche-Orient, dans les grands musées égyptiens et mésopotamiens. Et alors, donc, c'est quand je suis revenu au Maroc après une année au Proche-Orient, où j'étais allé pour approfondir l'origine de la culture andalouse. Et alors, je suis revenu avec une rupture d'intérêt pour la culture andalouse parce que c'est au Proche-Orient où je me suis rendu compte que le Maroc a beau avoir comme langue officielle l'arabe et comme religion l'islam, deux choses qui le lient en effet au Proche-Orient. Malgré tout, il était pour moi tout à fait évident que le Maroc n'appartient pas au Proche-Orient. Ça, vous allez me dire, bon, mais évidemment, c'est normal. Mais ce n'est pas normal du tout. Je veux dire, il faut savoir que dans le monde occidental, dans son ensemble, en Europe et en Amérique, toute l'Afrique du Nord, l'Égypte ancienne aussi, font partie, si vous voulez donc étudier quelque chose sur l'Afrique du Nord, histoire ou art, vous devez aller dans le département du Proche-Orient et pas du tout de l'Afrique. Ça ne fait pas partie de l'Afrique jusqu'à nos jours, que ce soit en France ou en Amérique, je veux dire. Donc, là, il y a quelque chose qui, dans ce monde où tout va tellement vite, on sait pourtant, je veux dire, dans des milieux enfin, un peu au courant, que la culture égyptienne ancienne a ses sources dans le Soudan ou même en Éthiopie, enfin dans la Haute-Vallée. Il y a, mais soi-disant, c'était la Mésopotamie qui était plus dynamique et qui avait donc finalement poussé l'Égypte à se développer. Et on ignorait totalement à cette époque-là, et encore maintenant on le sait, mais on n'en tient pas compte, je veux dire que en réalité l'Égypte ancienne se situe dans la continuité de la civilisation saharienne, néolithique saharienne, c'est-à-dire donc les objets que j'ai pu acquérir donc récemment, enfin récemment, oui, ça fait même pas 10 ans donc que j'ai néolithique saharienne,
date donc de 5 à 7 000 avant présent, et donc bien avant l'union de l'Égypte, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, enfin donc de la période prédynastique. Et alors, donc, toutes ces choses-là, alors, quand je reviens donc du Proche-Orient, c'est comme si Saint Paul, pour les chrétiens au moins, enfin, a eu la révélation sur le chemin de Damas et il se convertit du paganisme au christianisme. Alors, moi, en revenant ici, alors je me rends compte que ça n'a rien à voir avec le Proche-Orient. Et alors donc, c'était un grand problème pour moi de savoir à quoi appartient donc le Maroc. Un cas tout à fait isolé, spécial, parce que ça ne me passait pas du tout par la tête que de regarder vers l'Afrique, je veux dire, parce que quand même c'était bien calqué dans ma tête que l'Afrique c'est le continent noir. Et le Sahara a séparé l'Afrique du Nord et d'accord, il y a eu le commerce transsaharien, ces deux mondes ont communiqué, et il y a eu beaucoup de relations, mais malgré tout, c'était des relations entre deux cultures très différentes, je veux dire. Et ça a laissé toujours ces traces jusqu'à nos jours quand on pense que la France, qui a colonisé aussi bien l'Afrique du Nord que le Sahel, alors a créé des départements d'art au Mali et au Burkina Faso, où il y a des départements d'art, alors qu'au Maroc, dans aucune université n'existe de département d'art ou d'anthropologie d'art. Alors, donc, comment expliquer donc qu'un pays tellement plus développé comme le Maroc, enfin, que le Mali donc n'ait pas de département d'art? Ça, c'est donc, je m'excuse de l'anarchie, hein, de ma façon de parler, mais ça, c'est comme ça que je suis. Et alors, donc, vous savez que j'ai fait donation du musée que j'ai créé. Après, je reviendrai sur la création du musée, mais ce musée, je l'ai donné à l'université Kadi Hayat de Marrakech. Déjà, il y a plus de 10 ans, en 2006. Et l'université n'a absolument rien su faire. Ça n'a été d'aucune utilité, disons, pour, si on peut exprimer ça comme ça, pour l'université. Et c'est normal, parce que, d'abord, j'avais tendance à me fâcher et alors, dire, mais c'est quand même, c'est scandaleux, enfin, qu'il n'y a jamais un professeur ou un étudiant qui vient. Et alors, mais finalement, dans des lettres ouvertes que j'ai envoyées, que je voulais absolument pas agressif, et j'ai moi-même compris
que moi-même et l'université qui ont accepté ma donation, que nous avons été naïfs d'accepter ou de faire cette donation parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Comment un étudiant normal, disons, bon, il y a des familles marocaines qui ont pu envoyer leurs enfants à l'étranger pour étudier l'art, mais au Maroc, il n'y a pas de possibilité pour ça. Donc, normalement, enfin, les parents veulent que leurs enfants gagnent leur vie, et donc l'art, enfin, c'est pas une carrière dans laquelle... mais l'art pourrait être enseigné, je veux dire, à côté de, enfin, je veux dire, ceux qui préparent, disons, une licence ou un doctorat en français pourraient en même temps avoir des certificats en art, enfin, ça, mais il faut encore qu'il y ait un département de ça, et surtout, si on demande une véritable réflexion sur l'art, alors là, c'est du côté philosophique qu'il faut... Alors là, c'est encore beaucoup moins possible actuellement. Et donc... tous ces problèmes-là, ont empêché que finalement, je n'ai pas de visiteurs marocains du tout. Je veux dire, même pas 1%. Je veux dire, donc c'est devenu un musée complément pour le tourisme. Bon, moi, j'ai rien contre les touristes, ils sont les bienvenus, parce que moi, j'ai pas d'autres revenus et moi, j'ai besoin de... Donc, j'ai fait une donation pour préciser, parce que après, vous allez vous poser des questions, comment je vis et tout ça, j'ai gardé l'usufruit. Donc je peux habiter et je gère donc le musée et j'ai droit aux revenus. Mais vous voyez bien que je suis âgé et que ça va devenir ce musée après moi. Et ça, c'est très douteux parce que, ça veut dire, donc, il n'y a jamais eu une personne... moi, je demande pas que ce soit nécessairement un Marocain. Avant, oui, je pensais que ça devait être nécessairement un Marocain, mais bon, alors là, je suis devenu moins nationaliste, disons, et maintenant, je trouve que du fait que je me sens tellement lié au pays du Sahel, alors, ça pourrait être très bien, et même de préférence, quelqu'un du Mali ou du Burkina Faso ou du Niger. Alors, ça me plairait beaucoup maintenant pour accentuer et développer les liens transsahariens. Donc, voilà. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez parler de l'Institut dans ce sens? Comment? Est-ce que vous voulez parler de l'Institut dans ce sens? Par rapport à cette idée de plateforme avec les différents... de l'Institut. Voilà, oui, ça, on revient à ça. Je veux dire, donc, parce que dans la convention que j'ai avec l'université, il était prévu la création d'un institut et aussi d'une fondation qui prendrait en main parce que voilà, donc moi je fais une grande distinction entre conservateur et directeur, je veux dire.
de point de vue conservation, proprement dit, l'université n'a plus aucune excuse de ne pas nommer un conservateur. Un conservateur, pour moi, est essentiellement quelqu'un qui conserve, donc qui entretient et qui met en valeur aussi, mais qui pas nécessairement donne une direction de la ligne de recherche ou de ce qui... surtout que pour moi, le musée Tiskeveen a une orientation africaine. Et et moi, j'ai très peur que, après moi, que cette orientation va se perdre parce que actuellement, il n'y a pas des gens, même au Maroc, je ne sais pas, il y a l'Institut des études africaines qui était très très bien à l'époque de Halima Fahad et Tawfiq au début. C'était des historiens qui s'intéressaient profondément, mais maintenant, ouvertement sur Internet, on déclare on évoque cette époque que l'Institut s'intéressait à l'histoire et aux relations humaines, mais que maintenant l'Institut est ouvertement au service du monde des affaires. Alors, vous imaginez. Alors, donc, ça, c'est pour ça que, heureusement, un ami hollandais a pris l'initiative de créer finalement un institut qui, heureusement, dans la Convention, on mentionne cet institut, mais sans expressément dire que c'est l'université qui va le créer. Donc, du fait que l'université n'a rien fait, alors on a pu créer cet institut indépendamment. Et alors, ça, c'est maintenant l'espoir que j'ai de pouvoir développer cet institut qui, je veux dire qu'il ne va pas rompre avec l'université. Au contraire, si c'est possible, dans un avenir, que l'université montre un intérêt pour l'Afrique et pour l'art, alors, c'est pour ça qu'un terrain mitoyen du musée actuel serait idéal pour l'Institut. Et donc, on est en train de travailler sur ça, mais c'est ça. Pour la publication du livre, il y a peut-être un truc que j'ai par hasard ici, que je peux vous circuler, où était invité, heureusement, comment il s'appelle, le Majorel s'est prêté à inviter ces gens-là, ce que j'appelle les correspondants du musée Tiskeveen dans les pays du Sahel. Vous voyez? Alors, évidemment, ça résonne vraiment magnifique. Mais c'est une réalité quand même, parce que moi, j'ai créé un réseau
des contacts au niveau universitaire dans tous ces pays du Sahel. Et il serait vraiment très dommage de perdre ces contacts-là. Mais malheureusement, les voyages, enfin les liens, les avions entre le Maroc et là-bas sont extrêmement chers et très, très, très coûteux. Et donc, alors c'est pour ça que j'ai... Bon, inventé, c'est un gros mot. Je parle il y a la photo là sur le livre de la recherche autochtone. Je veux dire, donc, l'Institut a comme objectif de donner des petites bourses de recherche sur le terrain aux autochtones exclusivement. Donc les recherches à faire au Sahel, disons au Burkina, il faut que ce soit des gens sur place, je veux dire, qui dépendent de l'université de Ouagadougou ou bien de Bamako, et pas envoyer des gens de Maroc là-bas. Et alors, donc c'est ça le projet phare, disons, de l'Institut. Développer les bourses autochtones, pour aussi aider et pousser, enfin, parce que c'est absurde que des gens viennent d'Amérique ou de France pour faire des... enfin, moi-même, je suis l'exemple, je veux dire. Pour faire mes recherches, pour commencer mes recherches et prendre mes premiers contacts avec le monde subsaharien, heureusement, j'ai pu, comme j'ai dit au début de ce que j'ai dit, quand il y a une collection, quand je l'ai étudiée et publiée, comme pour par exemple, les bijoux et les tapis, sont allés au Palais Royal. Je veux dire, donc, j'ai pu les vendre avec... Pour moi, la première fois qu'on est venu me voir, si j'étais prêt à vendre, j'étais vraiment très choqué. Comment on va vendre? Moi, je ne peux pas vendre ça. Et alors, un ami peintre, justement, il m'a dit, mais puisque tu as fait déjà ta recherche là-dessus, pourquoi tu veux... Toi, tu es chercheur, et ça va rester au Maroc, alors il vaut mieux avoir cet argent pour... Et en effet, il avait raison, et donc ça m'a donné ce dynamisme de pouvoir aborder chaque fois d'autres sujets. Et par exemple, les voyages, chaque voyage que je faisais au Sahel, oui, alors vous pouvez circuler éventuellement ça, là où sont marqués les correspondants dans le pays du Sahel. Hein, je veux dire, donc, oui, peut-être divisé en deux. Comme ça, il y a deux. Non, oui, voilà. Et... alors, il y a, entre autres, par exemple, Malika Hachid, qui a publié plusieurs livres qui est préhistorienne et archéologue algérienne, qui a publié le livre qui a fait un peu scandale, Les premiers berbères, et d'autres livres aussi très, très bien. Et bon, alors elle, heureusement, elle
est un peu le moteur maintenant de l'Institut. Elle est encore pleine de dynamisme. Alors, donc, parce que, donc, c'est... donc, vous voyez, il y a... maintenant, il s'agit donc de démarrer, d'organiser cet institut, mais évidemment avoir quand même un minimum de fonds aussi. Je veux dire, même si on parle, si je parle de recherche autochtone pour réduire, alors je décris, je veux dire, comment on peut diminuer les frais. Et rien que ce matin, j'ai fait l'expérience de ça en parlant à l'endroit où j'ai acheté ma petite bouteille de Holmès. Alors, j'ai parlé à celui d'où est-ce qu'il est, de Tata. Et alors, j'ai commencé à parler d'un rice d'Arwash et bon, enfin, on a fait toute une conversation sur les coiffures utilisées dans la région, que j'avais assisté à la dernière Arwash, de la seule tribu qui fait encore la transhumance dans cette région. Et tout ça, il a commencé à me donner tellement d'informations, tellement de... Alors, donc, moi, je n'étais même pas capable de retenir ça. Alors, il faut que je trouve un étudiant qui vienne avec moi chez ce monsieur. Alors, vous voyez, je veux dire, il y a... donc, c'est ça que je dis aussi dans mon livre pour défendre l'idée de la recherche autochtone. Je veux dire, parce que ce sont des étudiants qui habitent donc à Bamako, à Ouaga, mais pour le Maroc, ça compte aussi. Hein, ça veut dire, donc, on habite Rabat. Et alors, on peut très bien commencer sa recherche sur la région d'Irem à cause d'une rencontre avec quelqu'un. Par exemple, l'hôtel où je suis, tous ceux qui travaillent là-bas sont là où sont les mosquées peintes que j'ai publiées sur le livre. Alors, donc, ils connaissent le nom de... Alors, vous voyez, ça veut dire... on parle tellement les moyens qui manquent et tout ça, mais sans moyens, on peut faire déjà beaucoup de choses, je vais dire. Et les gens, actuellement, avec le besoin d'identité, le mouvement amazigh, les gens sont très contents de parler de leur pays et de leur village et tout ça. Alors, donc, c'est vraiment le message que j'ai en quelque sorte, hein, je veux dire, donc, d'être sincère et de ne pas, enfin, je veux dire, absolument, penser de manière classique que la recherche se fait à travers des bourses d'études et tout ça, et un professeur qui dirige et tout ça. Ça peut se faire dans la rue de la ville universitaire où on se trouve. On peut commencer. Après, oui, il faut aller avec les moyens de bord, enfin, dans le terrain et vérifier ce qu'on a entendu. Et voilà. Donc, ça... bon, alors, donc, c'est... moi,
vous voulez que je revienne plus chronologiquement sur comment ça s'est passé? Oh non, je veux dire, donc, j'arrive au Maroc en 1955 pour la première fois, mais à Tanger, c'était donc une année avant l'indépendance, Tanger était international. Et il y avait une ambiance extraordinaire, internationale, en effet. Alors, ça m'a absolument pris. Donc, il y avait d'ailleurs une communauté anglophone, enfin américain, anglais, plus que français. Et alors, mais le grand événement était que j'étais presque dès le premier jour, ou enfin dans la semaine de toute façon, invité à un grand mariage à Tétouan. Et c'était dans une des grandes familles d'origine andalouse. Et alors, puisque j'étais intéressé par l'Espagne musulmane, et je venais de visiter l'Alhambra, alors j'étais ébloui par cette maison. Je me sentais vraiment comme chantait à l'époque Jacques Brel, je me sentais un barbare du Nord. Et je me disais, mais comment, enfin, les Européens ont prétendre apporter la civilisation ici? Tellement de raffinement dans tous les détails de la vie, je veux dire l'habillement, la maison, le parler, enfin. Et alors, vraiment, et c'était une expérience extraordinaire. Et donc, tout de suite, j'ai compris que c'était absurde de retourner en Hollande pour faire un doctorat sur l'Espagne musulmane, que c'était une tradition qui était encore tellement vivante au Maroc dans les familles d'origine andalouse qui quelquefois prétendaient avoir gardé la clé de leur maison à Murcie ou à... Alors, donc, mais c'était l'année avant l'indépendance, donc c'était la lutte pour l'indépendance. Je veux dire, c'était ce qu'on appelait le terrorisme et l'antiterrorisme, je veux dire. Il y avait deux revues, enfin deux journaux qui sortaient, le Petit Marocain qui a survécu après l'indépendance et Maroc Presse, qui était la branche libérale chez les Français, qui était en faveur d'une certaine indépendance. Et tous les Marocains que je connaissais à la plage et tout ça, de Tanger, alors donc ils m'ont encouragé en tant qu'étranger d'aller dans le sud, à Casablanca, Rabat, Marrakech, pour savoir qu'est-ce qui se passait au juste là-bas, parce qu'eux, ils n'avaient pas le droit. Et alors moi, avec mon passeport hollandais, je pouvais donc circuler. Et donc, ils m'ont envoyé un peu comme Néron qui a envoyé les rois mages voir le Christ qui était né. Alors, donc, ils voulaient voir, enfin, et ils voulaient savoir. Bon, ils m'ont envoyé un missionnaire, disons, pour aller sur place. Et par hasard, donc, le jour que je passais à l'auberge de jeunesse à Casablanca, ce jour-là même est assassiné
le français propriétaire du journal libéral Maroc Presse, que j'avais lu le jour même, qui avait tribune ouverte, enfin, un étudiant marocain du nom d'Aloui, d'ailleurs, qui écrivait la France a deux visages. Je veux dire, au lycée, j'apprends la fraternité, la liberté, et dès que je sors du lycée, enfin, je trouve une toute autre réalité. Et donc, ce monsieur-là, le propriétaire, est assassiné ce jour-là. Et moi, j'étais sur le chemin de Marrakech en autostop, et je voyais le journal avec le gros titre, le maire du Breuil assassiné, tout ça. Mendes France, le président français, va venir pour les funérailles à la cathédrale de Casa. Et voilà, donc je suis revenu de Casa pour assister aux funérailles, et j'ai vu cette émotion, enfin, des vieux. La cathédrale était remplie beaucoup plus par les vieux Marocains que par les Français. Et il y avait surtout une jeunesse istiklalienne, jeune. Il ne faut pas penser à l'Istiklal, le parti de l'Istiklal de l'époque, évidemment, c'était pas l'Istiklal après, je veux dire, c'était gauche et droite ensemble, enfin, c'était bon. Alors, donc, pour moi, c'était un moment très émotionnel. Enfin, j'avais déjà vécu l'expérience de Tétouan, de la maison, et du raffinement de la culture andalouse, citadine du Maroc. Et là, donc, j'étais pris, bon, c'était en réalité ma première expérience politique, parce que j'avais jamais été intéressé par la politique, mais là, alors, j'étais vraiment pris là-dedans, et voilà. Alors, donc, je suis retourné en Hollande juste pour passer ma licence d'espagnol, pour revenir au Maroc, demander un poste dans l'enseignement après l'indépendance. Donc, pendant que j'étais en Hollande, alors Mohamed V est revenu de l'exil, et donc c'est voilà, c'est comme ça que en 1955, quand même, pendant ce premier séjour à Tanger et Tétouan, j'ai connu, dès la première semaine, des personnalités comme Mohamed Ben Issa, qui deviendra après ministre de la Culture, qui immédiatement veut m'amener à Zila pour que je fasse la connaissance de Melehi, qui deviendra donc un des peintres les plus connus, qui deviendra mon meilleur ami, et voilà. Donc j'étais immédiatement mis en contact avec des personnes qui, m'ont aidé après à m'introduire dans la vie intellectuelle marocaine, parce que et j'avais l'avantage de ne pas être français et de ne pas venir en tant que coopérant et d'avoir un salaire local, je veux dire. Donc, par la nécessité aussi, mais aussi par volonté, parce que je voulais apprendre l'arabe. Alors, donc, je n'allais pas habiter dans le quartier européen. Donc, étant donné que je voulais apprendre, alors j'allais habiter en Médina, à Marrakech, et parce que j'avais un salaire tout petit, je veux dire marocain, donc
Alors, j'habitais ensemble avec des instituteurs. Et, bon, donc, c'était une époque, enfin, bon, où petit à petit, alors j'allais encore, par exemple, à l'église ou à des concerts ou des choses comme ça. Mais c'était une telle rupture avec l'ambiance que j'avais dans la maison avec mes amis musulmans et moi, je voulais pas vraiment m'intégrer, hein, parce que les gens m'ont demandé après souvent dans ma vie, est-ce que vous vous sentez intégré au Maroc? Comment on fait pour les Marocains ou en Europe? Est-ce que vous vous intégrez en France? Par exemple, moi, c'était pour le Maroc. Je disais, mais moi, je ne cherche pas à être intégré. Moi, je ne suis pas contre les gens qui veulent s'intégrer. Mais moi-même, je ne cherche pas parce que c'est... le fait d'être étranger me donne beaucoup de liberté. Je veux dire, donc, je veux dire, je pouvais me comporter comme je voulais parce que, bon, j'étais l'étranger, c'est normal que je ne me comporte pas, enfin, donc, c'est... alors, voilà, donc c'était mes 3 premières années, mais mon épitaphe, dès le début, commence alors ça. Je prends contact avec ce qu'on appelle les gens du peuple, disons. Et les gens du peuple, pour moi, c'était l'épicier avec qui je pouvais parler sur les élèves aussi. Et alors, donc, la deuxième année déjà, bon, il faut dire aussi qu'au lycée à Marrakech, j'avais connu dès le départ une figure très connue au Maroc, Hamid Triki, qui est le grand spécialiste de l'art andalou. Et évidemment, pour moi, c'était extraordinaire parce que c'était pour ça que j'étais venu m'installer. Je voulais m'intéresser. Donc, je l'ai trahi un peu, si vous voulez, en me tournant vers l'Afrique. Bon, mais j'étais... alors, par mon épicier, j'ai été invité la deuxième année en pleine montagne dans le Souss pour la Eid el-Kbir. Et alors là, j'ai connu un tout autre monde qui m'a révélé, enfin, donc, un monde aussi très raffiné que Mortal Souci a décrit. Hein, je veux dire, donc, il y a des familles avec de grandes bibliothèques privées, il y a, et avec une expérience international qui savait relativer les cultures. Je veux dire, il était très versé en arabe classique, tout en étant, il ne se laissait absolument pas influencer par ça pour continuer à parler en berbère et rester attaché aux berbères, alors qu'ils étaient les plus je veux dire, connaisseur. Hamid Triki m'a raconté justement une histoire d'un vice-roi, je veux dire, nommé par Moulay Ismaël à Taroudan, et qui était poète et qui avait entendu parler des poètes soucis, parce que lui, il était venu avec un cortège de poètes de Meknès et il croyait qu'il arrivait dans le désert là, à Taroudan.
Et alors, au bout d'un certain temps, on lui parle de poètes sur place, enfin, à Taroudante, le Sousse. Alors, il est fait venir à la cour et dans les réunions, enfin, à la façon classique arabe, des poésies, des soirées poétiques où il y a une sorte de défi, le roi qui lance un hémistique, enfin une moitié d'un verre, et donc, s'ils sont des vers très connus, il y a des gens qui savent tout de suite, enfin, ont continué avec faire le dialogue avec le roi, mais à un moment donné, alors, il s'est rendu compte que ces gens du Sousse étaient très connaisseurs de la poésie arabe, mais enfin, et donc, finalement, c'est Amétrie qui m'a raconté ça, hein, il est autorité quand même dans le domaine. Et il me dit, un soir, alors le roi a décidé, enfin, de donner une leçon aux poètes de Meknès prétentieux. Et donc, il a lancé des vers peu connus auxquels les Meknessi étaient incapables de répondre. Et par contre, les gens du Sousse savaient. Alors, donc, il a dit ouvertement, vous voyez, vous croyez qu'ici, enfin, et voilà. Et donc, ça, c'est donc un fait très remarquable du Sousse, hein, je veux dire, avec leur relation commerciale, je veux dire, avec différents peuples. Alors, ils avaient relativisé ils savaient que le peuple avait sa culture, sa langue et tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont restés très attachés à la leur. Ils n'ont pas eu le complexe vis-à-vis des autres. Je veux dire, donc, le Sousse reste, donc, à cause de ça, le plus militant dans le domaine amateur, hein, je veux dire. Et et même physiquement, enfin, je veux dire, mon épicier notamment, enfin, ce qui m'avait fasciné un peu, c'était en effet son côté urbain, alors que quand je suis allé avec lui à Aide-le-Kébir, dans la montagne, dans son village, je trouvais mais c'était sur la route des anciens pistes commerciales avec le Sahara. Bon, alors, évidemment, il a fallu après aussi que j'aille moi-même à Tombouctou et plus loin pour voir que même le monde noir, enfin, je veux dire, peut avoir quelquefois une apparence primitive, mais il y a beaucoup de raffinement aussi. Alors donc, tout ça, c'est finalement, pour donc plusieurs raisons,
je me suis... on m'avait appelé les héros enfin, le défenseur de l'art rural, parce que là, marocain. Mais donc finalement, enfin maintenant, je suis donc, je me suis tourné vers donc le Maroc saharien et donc le Maroc en tant que pays africain. Alors donc ça c'est quand même un tournant que vous avez vu maintenant que ce n'est pas une caprice, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement. Hein, c'est pas une conversion comme la première quand je revenais du Proche-Orient et quand je me disais le Maroc n'appartient pas au Proche-Orient. Ça, c'était en effet une sorte de conversion. Mais aussi le côté parce que la culture andalouse, évidemment, est une culture extrêmement urbaine. Et la découverte des valeurs de la campagne, et les valeurs rurales, je veux dire, de la paysannerie. Alors ça c'est... ça faisait écho à mon expérience d'enfance. Hein. Ma propre famille était originaire de la campagne, mais niait cette origine. Et donc c'est une sorte de revanche sur sur ce refus de reconnaître ses origines de mes parents, que moi j'avais donc une expérience personnelle avec la campagne tout à fait différente, et donc alors au Maroc, c'était très choquant que dans les bureaux, dans les villes, alors donc ce côté... bon, après, évidemment, ce qui est le plus important, puisqu'on parle de l'art, on veut parler de l'art, ou on va parler peut-être de l'art. Alors, c'était donc... d'abord, j'avais commencé donc par les bijoux, mais c'était une approche intellectuelle plutôt, parce que j'y voyais des symboles, un langage symbolique, et c'était un... Mais quand j'étais appelé par Melehi, le peintre, donc après son retour d'Amérique, de venir à l'école de Beaux-Arts enseigner l'histoire de l'art, moi je lui dis, mais comment tu peux me demander ça? Moi je ne suis pas historien d'art, enfin oui, mais toi de toute façon on veut rompre, et donc c'était vraiment, en effet, on a raison d'exalter le rôle de l'école de Beaux-Arts des années 65-68. C'était des gens qui avaient des idées, bien avant donc le 68 parisien, je veux dire, de donner la parole au peuple. Et il y a donc les professeurs ne devaient pas imposer leur point de vue, mais être là pour provoquer
ce que les élèves avaient envie de faire et de les aider à s'exprimer. Alors, donc, c'est quand j'étais appelé donc, par Melehi, j'ai dit, bon, mais lui dit, mais justement, on ne veut pas que tu enseignes l'histoire de l'art de la façon classique. On veut que tu parles de tes tapis, de tes bijoux marocains, des choses qui entourent les Marocains. Et c'est à partir de là que, en effet, c'était une méthode oui, que j'aurais dû en réalité développer comme une théorie en réalité parce qu'on aurait pu l'appliquer, mais c'était intéressant en effet. Donc à partir des deux grandes ou de plusieurs traditions marocaines dans lesquelles les gens vivaient encore. Alors, c'était à Casablanca, donc, mais la plupart des gens étaient d'origine ou de Fès ou du Sousse ou de n'importe où. Ils avaient quand même une tradition familiale. Et alors, donc, à partir de toute cette diversité d'héritage culturel familial, alors voir enfin comment finalement par exemple à partir de l'art rural arriver à parler de l'art néolithique, je veux dire, donc comment l'art rural, évidemment, est un art lié au début de l'agriculture et de l'élevage, et donc c'était un mélange de choses qu'ils ont sous les yeux, enfin, donc des traditions, enfin, qui se manifestent encore, qui sont dans la tradition. C'est pour ça que dans les livres s'appelle donc l'art afro-berbère de tradition néolithique saharienne, je veux dire, parce que il faut bien savoir que donc il y a eu des vagues de migration continues à travers les âges, à travers les milliers du Sahara vers le Maroc. Hein. Chaque fois, évidemment, le côté méditerranéen était aussi très agressif, très organisé, parce que les Phéniciens déjà, donc les Romains, ils ont repoussé carrément les Berbères vers au-delà du mur, parce que les Romains avaient construit un mur et donc ils avaient créé une zone côtière civilisée, je veux dire méditerranéenne, romaine, et derrière le mur, il y avait les nomades, il y avait alors, donc, ça, c'est... mais c'était toujours, de nouveau, contrebalancé par parce qu'il y a eu donc la vague andalouse, je veux dire, quand ils étaient expulsés de l'Espagne, qui pénètrent avec leur
savoir-faire et ils s'imposent, je veux dire, à la société marocaine, mais c'est la fameuse histoire de Dila, hein, je veux dire, parce que donc, c'est Larry Mezzine, hein, l'historien qui a fait sa thèse sur Dila. C'était au moment, donc, après la mort de Mansour al-Dehbi, quand les États ne contrôlaient plus les frontières, si vous voulez. Un peu tout ce qui se passe actuellement en Europe, hein, c'est incroyable, je veux dire, c'est la même histoire, je veux dire, on construit des murs pour éviter que des migrants, enfin, d'Afrique ou du Sahara pénètrent l'espace marocain. Et alors avec Mansour Dehbi, qui avait un pouvoir centralisé fort, alors il a pu tenir les Sahariens dehors, je veux dire, même s'ils voulaient déjà arriver. Mais après sa mort, la même chose s'est passée chez les Sanrei, après la conquête, enfin, avec la victoire marocaine contre les Sonrei. Alors, là aussi, le pouvoir central s'est effondré et alors là aussi, les Sahraouis ont poussé, donc envahi les terres des sédentaires agricoles. Donc, on assiste au même phénomène au sud et au nord du Sahara. Je veux dire, autour de 1600, enfin, donc le XVIIe siècle. Donc, parce que, bon, c'était donc les Européens s'intéressaient moins parce qu'il y avait eu la découverte de l'Amérique et c'était très concentré plutôt sur l'Amérique, apporter l'or de là-bas. Et alors donc au Maroc, vous avez donc l'invasion de tous ces tribus berbérophones du Sahara dans le Moyen Atlas. Et alors, ils sont pris en main, la Zaouïa de Dila, qui a complètement disparu, prend la tête de ce mouvement. C'est dans la région donc, de Khénifra. Ils créent une zone ils prennent même le port de Salé et donc ils créent un véritable... Donc l'État marocain n'existe plus. L'État marocain est divisé en trois grands groupes et finalement c'est donc les Berbères, donc Sahraouis, qui avaient envahi le Moyen Atlas, étaient sur le point de l'emporter et de s'installer au pouvoir central. Mais finalement, ils se sont montrés un peu trop arrogants quelque part, paraît-il, et vis-à-vis les intellectuels dans les villes. Et donc finalement, les Alaouites ont fait valoir leur légitimité en tant que descendants du prophète et qui l'ont emporté. Donc, mais le Maroc était sur le point de tomber donc entre les mains donc du pouvoir berbère dirigé par Dila. Hein?
Et alors, on a détruit voilà, la Zaouia de Dila, mais ils se sont retranchés dans la montagne du Moyen Atlas. C'est la fameuse histoire de la Zaouia d'Ahansal, je vais dire derrière Azilal, où le pouvoir central, Moulay Ismaël, même avec tout son pouvoir, n'ont jamais pu pénétrer. Et donc, ces tribus-là, et ça c'est très important du point de vue histoire de l'art, histoire des tapis notamment, ça veut dire donc là les tribus étaient complètement coupées du reste du Maroc, c'était autour de la Zaouia d'Ahansal. Donc, complètement en dehors du pouvoir central et du contrôle du pouvoir central. Alors, donc, ils, qui venaient du Sahara, devaient donc développer une manière de vivre et de s'habiller, d'habiter, basée sur leurs propres ressources, qui étaient la laine. Donc, ils ont développé un véritable, et ça c'est un exemple magnifique et historique, je veux dire, parce que les autres traditions textiles dans le monde remontent très loin et sont très difficiles. Tandis que là, en 2 siècles, alors il s'est construit toute une civilisation textile, l'habitat. Donc, la Khaïma était empruntée aux Bédouins arabes, mais était complètement installée par une tradition qui, apparemment, ils avaient apporté du Sahara. Et alors là, il y a la recherche à faire, par exemple, sur ce plan-là. Et parce qu'il y a un grand d'originalité quand même dans les tissages du Moyen Atlas. Et donc, ils ont pu développer, donc en pleine autonomie, je veux dire, en autarcie, je veux dire, donc en indépendance d'un pouvoir central. Parce qu'après, évidemment, une fois, c'est d'ailleurs la France qui, parce que la bourgeoisie facile, alors à un moment donné, était menacée par ces berbères qui étaient restés dans la montagne, mais qui de plus en plus faisaient pression sur les plaines et donc sur les routes commerciales. Et donc, c'est ça ce qui a poussé la classe commerçante, facile, poussé le roi à faire appel à la France pour protéger finalement le pouvoir central et de pacifier, parce qu'en effet les Français appelaient ça la pacification, hein, je veux dire, c'était en effet un peu le cas, je veux dire. Donc, mais malgré tout, les tribus se sont infiltrées, les Aers et les Amours sont arrivés jusqu'ici, presque. Vous avez ici votre route de Aers. Et alors, donc, ils ont fait une pénétration profonde, mais ce sont des gens d'origine saharienne. Hein. Donc, vous voyez, je veux dire, donc la Méditerranée a fait pression pendant très longtemps. Les Romains, les Andalous, les Français. Alors, c'est la Méditerranée, la civilisation méditerranéenne qui essaye mais
côté berbère arrive à se maintenir grâce à la montagne, parce que donc la Hansal, même Ismaël n'arrive pas à l'atteindre, à la démolir, à la effacer. Et alors, donc, oui, donc finalement, c'est-à-dire la culture berbère, enfin, la langue, se maintient grâce aux vagues de migration saharienne. Vous voyez, bon, évidemment, la première grande, c'est comme ça qu'on commence le livre, je veux dire, la première grande migration saharienne au-dessus de l'Atlas, c'est Marrakech, c'est une fondation saharienne, et c'est absolument. Là, il y a de nouveau beaucoup de recherches à faire. Je veux dire, c'est absurde de parler toujours de Almoravides comme des sauvages du Sahara. C'était des gens raffinés. Je veux dire, ils étaient en contact avec, direct avec l'Empire d'Amana, et la description faite par le Béfari de l'Empire d'Amana montre un monde très raffiné. Alors, donc, c'est. Après, et d'ailleurs, ça, Hamitriki me le confirme aussi à propos de. Quand les Almohades, quand Ibn Toubert revient de l'Orient, il arrive à Marrakech, déjà fondé par les Almoravides, et voit les femmes almoravides, enfin, des almoravides à cheval, et il est scandalisé par leur comportement très libre et tout ça, vous voyez, je veux dire. Donc, la culture saharienne et la tradition saharienne. Donc maintenant, heureusement, moi j'ai des objets d'il y a 7000 ans, qui ont plus de 7000 ans, et qui montrent donc un art extrêmement raffiné. Comme je dis dans une lettre ouverte, c'est plus moderne que la contemporaine. Je veux dire, si on peut mettre dans une seule phrase, ça veut dire, parce que soi-disant la contemporaine est moderne, mais il y a des choses d'il y a 7000 ans qui sont plus modernes, je veux dire. Ça, c'est le mystère de l'art, justement. Si on veut parler de l'art, alors, c'est là où on touche à l'essentiel. Et ça, évidemment, c'est pas de l'histoire de l'art, mais de l'anthropologie ou de la philosophie de l'art. Parce que ça, c'était le grand problème que j'avais dès le départ avec mes collègues, avec mes amis, quand j'ai commencé, grâce à mes amis peintres comme Lévi, tout ça, de collectionner, d'acheter des tapis, parce qu'au début c'était seulement les bijoux, comme je l'ai dit, c'était à cause de leur contenu, si vous voulez, de leur langage symbolique. Et alors, en contact avec eux, avec les peintres, je les voyais, je leur montrais ce qui m'intéressait là-dedans, mais je les entendais, Chebab, Menehi, bon, oui, ils trouvaient ça très intéressant, mais eux, ils parlaient plutôt du côté forme que des
les symboles que moi j'y voyais. Vous voyez, et la réalisation de fond. Oui. Est-ce que vous pouvez parler du coup un petit peu de votre enseignement à l'école des Beaux-Arts, des cours que vous preniez en charge et comment ça se passe avec les autres cours, le schéma non, je ne vois pas tellement. De toute façon, voilà, donc c'est sa mère qui pourra parler de ça. Ça veut dire que vous allez m'inviter un jour. Et il y a, alors, donc, alors là, le grand handicap était que les élèves étaient plutôt de familles pauvres. Elle était la mère, mon frère était une des rares qui comprenait bien ce que je disais, parce qu'elle parlait bien français. Et alors, donc, ça c'était un problème de communication. Et donc, moi je considère que, en quelque sorte, c'était pas efficace, je veux dire. Bon, parce que, je veux dire, inventer toute une nouvelle façon d'enseigner l'histoire de l'art, je veux dire, complètement différente. Donc, comme on l'enseignait en Europe, chronologiquement, je veux dire, mais donc à partir des objets qui entourent les Marocains actuellement, pour de là, c'est très intéressant, hein, mais c'est quand même, ça demande un certain temps pour développer vraiment comment transmettre ça. Le problème était donc, c'était pas seulement avec les élèves, c'était avec n'importe qui au Maroc. Quand je prétendais, parce que moi je présentais à l'école, donc je mettais devant eux un tapis et bon, j'analysais le tapis, mais alors, donc, évidemment, je veux dire, bon, les élèves, évidemment, devant un professeur, ils se taisent et ils avalent ce qu'ils entendent. Mais mes collègues professeurs, par exemple, après à Marrakech, bon, les peintres marocains à l'école, oui, eux, ils étaient tout à fait d'accord avec moi. Bien que, par exemple, ça, avec Melehi, j'ai eu quand même quelques discussions un peu difficiles à ce propos, parce que lui, il disait oui, ces avis sont extrêmement intéressants, bon, mais ils étaient quand même très convaincus que c'était la fin d'une époque, qu'on devait passer à la peinture. Donc ça, c'est un problème jusqu'à présent. Je veux dire, donc, est-ce que la peinture et le tableau de peinture notamment est vraiment le moyen d'expression de la modernité par excellence? Est-ce qu'un tapis ne peut pas, je veux dire, donc, d'après Melehi à cette époque, peut-être maintenant il pense autrement, moi j'en sais rien, mais à l'époque, il disait, bon, mais c'est magnifique, c'est vraiment, c'est dans un esprit tout à fait moderne, tout ça, mais évidemment c'est tellement difficile
des gens d'accepter que des femmes ou des personnes, disons, illettrées, puissent faire des choses qui auraient un avenir, je veux dire, parce que soi-disant, je veux dire, on aurait tendance à dire que c'est bon, que moi je choisissais qui par hasard était donc très réussi mais que cette femme n'était pas consciente. Alors donc, poser la conscience, ça va donc ce concept, et je veux dire d'appliquer ce concept d'avance quelque part. Alors ça, je veux dire, une femme illettrée, comment la mettre au même niveau qu'un peintre qui a fait l'école primaire, le secondaire, qui a fait l'école de beaux-arts ou l'université et tout ça. Comment les mettre au même niveau? Alors c'est ça que je prétendais. Moi, je disais que je prétends encore, je veux dire. Donc, donc, c'est pour ça que je peux dire que ces sculptures d'il y a 7000 ans, alors, sont plus modernes que n'importe quelle œuvre contemporaine. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu donc d'évolution ou de progrès humain depuis 7000 ans? Bon, c'est comme j'ai dit avant, c'est ça ce qu'on pourrait appeler le mystère de l'art. Mais c'est pour ça que j'ai dit, si on veut enseigner l'art, enfin, il n'y a pas seulement l'histoire de l'art, il y a la psychologie de l'art et la sociologie de l'art, et c'est-à-dire que tout ça rentre là-dedans, je veux dire, pour essayer de voir donc comment l'art est toujours en avance sur la science. Et donc, évidemment, c'est tellement humainement, quelque part, difficile à avaler, comme dit Elie, bon, je veux dire, les gens que j'ai lus de plus à propos de l'Ural, surtout, c'est à Eliade, pour comprendre la pensée paysanne, et évidemment Jung pour la psychologie, donc très important aussi, avec l'historien d'art, quand même aussi Warner et Hegel. Donc ces bouleversements dans la civilisation occidentale au moment où la société entière est bouleversée et passe de l'ère rurale vers l'industrialisation et l'urbanisation. Alors l'art le fait aussi, mais l'art avant, je veux dire, l'art qui précède ce mouvement. Et il y a alors donc donc tout ça, ce sont des expériences qui en quelque sorte, enfin, ne se termine pas, parce que enfin, le problème est maintenant qui va continuer cette
cette réflexion, j'espérais, enfin, en donnant à l'université, mais puisque l'université n'a pas de cadre, je veux dire, pour ça, éventuellement, l'histoire de l'art, évidemment, c'est chronologique traditionnellement, mais les véritables problèmes esthétiques, quel est vraiment le besoin esthétique de l'homme. Enfin, c'est pour ça que mon exposition s'appelait toujours l'art de la parure, hein, c'est-à-dire parce que l'homme le plus primitif, des choses qu'on a trouvées dès l'époque paléolithique, avait donc un besoin d'art. Donc c'est ça ce qui oui, alors, maintenant est désolant de voir enfin, comment la société actuelle n'a pas de des universités, comme j'ai cité l'exemple de l'Institut des études africaines, qu'on oblige du côté pouvoir, enfin, de ne plus s'occuper des choses culturelles, mais de se mettre au service des affaires. Alors là, l'université risque, d'ailleurs dans le monde entier, hein, ça devient quelque chose de proprement. Et alors, c'est quand même de très mauvaise augure comment, en effet, maintenant, ici, ensemble, c'est comme on était une société secrète, c'est-à-dire en parlant de choses dont on n'a pas le droit de parler. Bon, voilà.